On est toujours au Bloody Weekend pour l'émission Culture Prohibée et là je suis avec Nicolas Stanzik qui est l'auteur de Dans les griffes de la Hammer en fait. Donc je vais le laisser un peu se présenter déjà parce que c'est un jeune homme et donc moi je suis assez content de voir qu'il y a aussi des jeunes qui aiment la Hammer. Voilà. Donc allez, vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, oui en général ça surprend mon âge pour aimer la Hammer. En général on imagine l'amateur de la Hammer comme ayant la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Moi je suis né en fait juste après que la Hammer ait cessé de produire, c'est-à-dire en 78 et donc je m'y suis intéressé parce que comme un certain nombre de gens de ma génération on a découvert ça à la dernière séance dans les années 80, les années 90 voilà. Et donc j'ai publié un livre qui s'appelle Dans les griffes de la Hammer qui parle de quoi? En fait il parle non seulement des films mais qui parle surtout du public qui est allé voir ces films. Parce qu'en fait c'est une manière de raconter l'histoire de l'arrivée du cinéma fantastique en France, les premières revues, Midi Minuit Fantastique, les batailles d'Hernani qui ont eu lieu autour de l'érotisme et le sang à l'écran, parce que en gros c'est avec Dracula et Frankenstein qu'on découvre tout ça en France. Et le livre retrace en gros toute cette espèce de trajectoire qui est allée des salles de quartier, du Brady, du Colorado, du Midi Minuit jusqu'à la Cinémathèque française. Il y a eu il y a 2 ans il y a 3 ans une rétrospective Terence Fisher. Voilà, aujourd'hui c'est admis et ça a été un peu 50 ans de combat cinéphile et voilà, ça parle essentiellement de ça et avec des entretiens avec des fondateurs de revues, avec toutes sortes de choses. Et la nouvelle édition, donc parce que le livre ressort en fait dans une nouvelle édition là, il y a quelques jours, comporte beaucoup plus de photos que la première, des entretiens en plus, c'est une édition augmentée. Voilà. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, parce qu'il y a eu des bouquins sortis par la Cinémathèque française et tout sur Bava, sur donc il y a eu sur Fischer, il y a eu je sais pas s'il y a eu un bouquin sur Fischer, il n'y a rien eu. Il y a eu le bouquin chez Edilic, je crois, de Stéphane Bourgoin. Bourgoin, voilà. Par contre, qu'est-ce que moi je trouve qu'aujourd'hui on a tendance à intellectualiser tout ça et à s'éloigner de la notion de cinéma de genre, comme si on était prisonnier en France de la notion d'auteur en fait, inventée par les cahiers du cinéma. Et même si je ne nie pas qu'il y a ce sont des auteurs aussi, mais c'est avant tout du cinéma de genre. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion ? Je pense qu'en fait, c'est pas un phénomène actuel complètement. C'est-à-dire que c'était déjà là dans les années 60, quand on voit une revue comme Midi Minuit Fantastique, justement qui est la première revue à défendre la Hammer, quand ils font leur numéro 1, en fait, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ? Ils mettent en avant Terence Fisher et non pas le mot Hammer ou pas Christopher Lee ou pas Peter Cushing, c'est Terence Fisher. Donc déjà il y a la désignation à ce moment-là d'un auteur. Et dans l'histoire de la cinéphilie fantastique, c'est peut-être ça l'aspect très intéressant, c'est qu'elle puise à l'héritage de Positif, du surréalisme, d'Ado Kirou, de ces gens-là, et en même temps elle est allée aussi quelque part à un moment donné vers la cinéphilie classique et autorisante des cahiers du cinéma. Quelqu'un comme Michel Camp, qui était donc le rédacteur en chef de Midi Minuit, qui a été le premier à défendre Terence Fisher, c'est vraiment ça sa trajectoire, du surréalisme jusqu'au cahier du cinéma dans lequel il a écrit à un moment donné. Donc alors après la question cinéma de genre contre cinéma d'auteur, en fait tout simplement l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement l'opposition elle est très française, mais moi ça me dérange pas du tout de me dire, quand je vois un film de la Hammer, c'est d'abord et avant tout du cinéma de genre, et néanmoins je peux y distinguer un auteur. C'est-à-dire quand je vois un Fisher, c'est pas un Freddy Francis, c'est pas un Peter Sazzy ou un Roy Ward Baker, c'est autre chose. Et néanmoins on a le même univers, on a les mêmes acteurs, la même manière de faire, le même formatage propre au cinéma de genre. En fait c'est pas contradictoire, je trouve. C'est deux notions qui peuvent très bien cohabiter ensemble, de mon point de vue. Voilà. D'accord, ok. Et pourquoi tu es venu au Bloody Weekend justement ? Qu'est-ce qui justifie ta participation à cet événement ? En France, c'est un événement ce Bloody Weekend. Déjà parce qu'il faut saluer tous ces événements-là. Je trouve que c'est très très bien que les passionnés puissent se rencontrer, qu'on puisse voir des films comme ça ensemble, qu'on puisse partager notre passion. Voilà, tout simplement, ça c'est un aspect des choses qui me semble important. Parce que même si aujourd'hui le cinéma fantastique s'est quand même largement imposé, par exemple au box-office, il y a de plus en plus de médias, de chaînes de télévision qui font la promotion du cinéma fantastique. Donc quelque part une part de la bataille est déjà gagnée. Mais néanmoins culturellement c'est quand même toujours regardé comme quelque chose d'un peu bizarre, comme quelque chose d'un peu déviant, comme relevant toujours quand même mine de rien de la contre-culture. Alors c'est peut-être, cette notion-là fait peut-être beaucoup plus problème aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans où c'était évident, où les clivages étaient très très tranchés, mais néanmoins voilà, il y a la légitimation elle est peut-être pas complètement faite et il faut toujours être vigilant là-dessus si on veut que ce cinéma-là continue de prospérer, qu'on puisse continuer à voir des films. Je pense qu'il faut être là dans ce genre de manifestation, ça me paraît normal. Voilà. Au-delà de ça,
moi, ma présence personnelle, je suis là aussi pour présenter naturellement le livre, mais au-delà de l'aspect, on va dire, promotionnel, en fait, le livre, dans la mesure où il raconte toute cette trajectoire-là de la cinéphilie fantastique, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ça me paraît logique de venir voir des gens qui aujourd'hui sont complètement dans cette culture-là, de leur dire, bah voilà d'où ça vient, ça me paraît intéressant de partager ça avec tout le monde. Et donc c'est de ça dont je vais parler un peu ce soir. Voilà. D'accord. Bon, comme vous entendez, il y a le Bloody Weekend qui va se lancer. Je voulais quand même te poser une dernière question. Tu as parlé de la contre-culture. Quelle définition, toi, tu donnerais de la contre-culture ? C'est une culture qui à un moment donné n'est pas reconnue de manière institutionnelle. Voilà, c'est-à-dire c'est quand... En gros, c'est une culture qui produit un discours, qui formule des mises en cause contre le système établi, c'est-à-dire contre les institutions, contre l'ordre moral, contre toutes les choses installées. C'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà comment je le définirais. Et pour moi, le fantastique, par nature, il s'inscrit dans la contre-culture parce que nous raconte un film fantastique? Il nous raconte le récit du plus grand désordre possible et inimaginable, c'est-à-dire un désordre dans le cours rationnel des choses. Et ça, il n'y a rien de plus jubilatoire que ça. C'est le goût pour ce désordre-là qui, à un moment donné, fait que, par nature, pour moi, ça s'inscrit dans la contre-culture. Après, évidemment, on a des films qui ne peuvent ne pas s'inscrire là-dedans, qui peuvent être des films fantastiques. On peut imaginer des films fantastiques réactionnaires, pourquoi pas, ça existe aussi. Mais je pense que la nature profonde de ce cinéma-là, c'est d'arriver à formuler quelque chose, à un moment donné, de subversif. Historiquement, il a été transgressif au niveau de l'esthétique, c'est-à-dire filmer le sang, c'était un tabou, et c'est le fantastique qui l'a levé, c'est Fischer, c'est la Hammer. Voilà. Ça commence maintenant. Bonsoir à tous, on est ravis d'être là ce soir, en tout cas moi je suis ravi, je crois que toi aussi Jacques. La même chose, oui merci. Et je vais passer le micro tout de suite à Jérôme parce que c'est toi qui en gros va animer notre discussion devant vous, voilà. Et Jérôme est ravi aussi. Oui, je suis également ravi d'être entouré de plein de fans de gore, voilà.
donc nous c'est les films de la Gorgone et on fait aussi une émission de radio qui s'appelle Culture Prohibée qui parle que de contre-culture, de films bis, de trucs déjantés. On a fait des spéciales films de prison de femmes japonaises, tout ça, des choses comme ça par exemple, que vous pouvez télécharger sur notre site lesfilmsdelagorgone.fr et c'est enregistré, qui ce sera dans une des prochaines émissions de radio. Alors, bon, on a choisi de faire un truc convivial, de s'asseoir sur le bord de la Seine, et puis s'il y a possibilité de discuter avec le public, si vous avez des choses à dire, si vous voulez intervenir, bah faut pas hésiter, quoi. Ce sera plus sympa, ce sera plus convivial qu'un débat didactique. Voilà. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Nicolas pour qu'il nous parle un peu de son bouquin, Dans les griffes de la Hammer, qui a connu une histoire un peu particulière, puisque c'est sa deuxième édition. Là, cette fois-ci, elle est enrichie, augmentée par rapport à la précédente. Voilà, donc je viens juste de ressortir donc ce livre, Dans les griffes de la Hammer, que j'avais sorti une première fois il y a 2 ans. C'est un livre qui est consacré, comme son nom l'indique, au studio Hammer, le fameux studio anglais qui a produit des Dracula, des Frankenstein, des momies, des loups-garous dans les années 60, des films avec Peter Cushing, il y avait un DVD tout à l'heure qui était gagné, L'empreinte de Frankenstein, des films avec Christopher Lee dans le rôle de Dracula, et donc oui, voilà, c'est une ressortie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, le livre est sorti une première fois et ça a bien marché, mais néanmoins, l'éditeur a fait faillite. Du coup, je me suis retrouvé comme ça, sans avoir plus aucun bouquin en librairie nulle part. Et donc, j'ai rencontré il y a 1 an une nouvelle maison d'édition et ça a été l'occasion d'augmenter le livre, c'est-à-dire de rajouter toutes sortes de photos, de rajouter du texte, des entretiens, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ce qu'il faut que je vous explique très rapidement, c'est que c'est pas simplement un livre sur la Hammer, c'est-à-dire une classique histoire du studio, comment on a fait les films, qu'est-ce qui s'est passé dans les studios de Bray, près de Londres, quand on a réalisé le cauchemar de Dracula. Ça, les Anglais l'avaient déjà fait. Les Américains aussi, il y a toutes sortes de bouquins qui racontent ça. Donc du coup, l'idée, ça a été au contraire de se dire... Qu'est-ce qui s'est passé en France quand ces films ont débarqué? Parce qu'en fait, en France, Dracula, Frankenstein, avant 1957, avant les années 60, grosso modo, personne ne connaît. C'est-à-dire que les bouquins ne sont pas traduits, Bram Stoker n'a pas été traduit, Jacques a traduit récemment Bram Stoker à nouveau, il vous en parlera tout à l'heure. Le Frankenstein de Mary Shelley, personne ne connaissait vraiment le texte, ça avait été traduit une première fois au début du siècle, et puis depuis tout le monde avait oublié. Résultat, quand les films débarquent sur les écrans, on découvre pour la première fois Dracula, Frankenstein, on découvre pour la première fois le fantastique en couleur, et surtout pour la première fois, le sang coule à l'écran voluptueusement. Voilà. Ce sont les films qui, en gros, nous mènent tout droit à ce qu'on a vu tout à l'heure, tous les extraits gore qu'on a vus, c'est le cinéma gore de l'époque. Voilà, et donc ça offrait une histoire tout à fait intéressante, parce que dans la mesure où on découvrait ça à l'époque, ça a été la découverte du cinéma fantastique, ça a été la naissance des premières revues consacrées au genre, ça a été la naissance des premiers festivals consacrés au genre, et donc toute cette cinéphilie-là avait pour emblème la Hammer. Voilà, donc le livre, retrace toute cette histoire, les salles de quartier, mai 68 et le fantastique, qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer ce cinéma à l'époque, parce que c'est transgresser beaucoup de choses. Voilà, en gros, pour résumer. Je te passe la parole, Jacques. Merci Nicolas. Bon, ce soir on va quand même mettre l'accent sur le cinéma. Alors moi je viens de sortir un bouquin qui s'appelle Le Vampire en France, des origines à nos jours, parce que vous avez peut-être l'impression quand on prononce le mot vampire et que vous pensez à la thématique du vampire, on associe ça généralement au pays de l'Est. Et c'est faux, la France est un des tout premiers pays où la légende de vampire s'est implantée. Mais à partir du Moyen-Âge, il y a eu un vaste complot pour le masquer, ce que je peux prouver, parce que le Musée des Vampires possède une bibliothèque de plus de 1500 volumes, dont les plus anciens livres remontent au XVIIe siècle. J'ai mis 15 ans pour réunir ça, pour pouvoir avancer des arguments inattaquables sur le plan du fond. C'est que les seuls procès pour vampirisme ont lieu en France au XVIe siècle. On dit que la fameuse morsure dans le cou, c'est Bram Stoker qui a vu un couple se bécoter, comme il était très victorien, ça l'a choqué, il l'a gardé dans son bouquin, c'est faux. Les inculpations pour vampirisme avec absorption de sang et morsure dans le cou datent du XVIe siècle dans le sud de la France. Il y en a eu aussi en Pays Basque français. J'ai retrouvé les traces des minutes du procès. Donc on en parlera un peu plus longuement si vous venez le dimanche matin. Il y aura une conférence sur ça.
Mais ce soir, on va mettre l'accent sur le cinéma, donc, et j'aurai un petit mot peut-être pour la filmographie des films de vampires français. Il y en a quand même une trentaine dont on ne parle pas beaucoup, et il y a des très bons films de vampires français. Voilà, donc je repasse le micro à Jérôme. Voilà, donc par rapport à mes deux camarades, c'est vrai qu'on parle de filmographie de vampires français. Nicolas a parlé de transgression. Nous, c'est ce qu'on aborde au travers d'un documentaire qu'on est en train de... On est dans la post-production actuellement, on cherche des sous d'ailleurs, c'est pas facile à boucler, où justement on aborde ces sujets-là, et on aborde aussi l'importance de l'arrivée de la Hammer. Il y a Jacques aussi dans le documentaire d'ailleurs, parce que ça a amené quelque chose dans l'Hexagone, ça a eu un impact énorme au niveau de la transgression, au niveau des idées politiques, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas pour rien que ce genre et une firme comme la Hammer était honnie par la critique, était absolument détestée, et aujourd'hui le fantastique, le gore, ils sont toujours enfermés un peu dans des ghettos, c'est un peu quelque chose toujours d'inavouable. Et c'est ce que nous on essaye de mettre en avant dans ce documentaire qui essaye de retracer un peu une histoire de la contre-culture en France, qui s'appelle Du sang sur les murs. Et dans ce documentaire, effectivement, on peut voir, et c'est là que je vais repasser la parole à Nicolas, on a interviewé quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Romer. Et Jean-Claude Romer, c'est un sacré monsieur. Alors ce que tout le monde connaît de Jean-Claude Romer, c'est quand il travaillait à l'ORTF et quand il écrivait les fiches de Monsieur Cinéma, alias Pierre Tchernia, parce qu'il y avait quelqu'un derrière Pierre Tchernia, même si certainement le monsieur a une très grande culture, mais il y avait quelqu'un derrière lui qui s'appelait Jean-Claude Romer, enfin qui s'appelle Jean-Claude Romer. Et donc, des gens comme Jean-Claude Romer ou Michel Camp, que tu as rencontré pour ton livre, sont des gens, effectivement, qui ont abordé, grâce à la Hammer, le thème du vampirisme, mais aussi la transgression, parce qu'il faut savoir que les films de la Hammer, c'était interdit aux moins de 18 ans, c'était considéré comme des films avec une forte charge érotique, en dehors du peu de gore qu'il y avait dedans. Et puis ça avait aussi surtout un côté anticlérical. Et donc je pense que ce serait intéressant aussi qu'on en discute à travers le fait que ça a eu un apport important en France sur ce qu'on appelle la contre-culture, parce qu'on ignore quasiment en France qu'il y a tout un pan d'artistes. Et Jacques, je pense que tu voulais parler entre autres de Jean Rollin. On a vu aussi Raphaël Delpin, un extrait dans le quiz de La Nuit de la Mort. Il y a en France toute une histoire du film, effectivement, de vampires, et pas si loin que ça aussi en Belgique, avec des films extraordinaires comme Les Lèvres Rouges d'Harry Kumel, ou bien il y a eu aussi Malpertuis d'Harry Kumel qui est adapté de Jean Ray, qui est aussi extraordinaire. Et donc je pense qu'aujourd'hui peut-être les jeunes qui sont, enfin on n'est pas vieux, hein, mais les jeunes générations qui arrivent et tout ont peut-être du mal à percevoir le côté aussi politiquement incorrect de ce qu'étaient les films de la Hammer, de ce qu'ont été ensuite le bis italien et tout ça, quand c'est arrivé en fait dans l'Hexagone. Effectivement, oui, c'est ce qui est passionnant en fait quand on revoit aujourd'hui les films de la Hammer, c'est qu'a priori quand on les regarde comme ça, quand on a vu tout ce qui a suivi, tous les films gore, c'est que ça paraît un cinéma très sage, très calme, très posé. On pourrait presque dire de manière presque condescendante, le cinéma de papa. Il y a un côté un peu comme ça. Et néanmoins, quand on reprend les critiques de l'époque, quand on voit ce qui a été écrit dans Télérama, à l'époque de la sortie de Frankenstein s'est échappé en 1957, ou à la sortie du cauchemar de Dracula, eh bien c'est littéralement une croisade. C'est-à-dire qu'ils sont en guerre contre le fantastique, et en gros, eux traduisaient ce que l'intelligentsia de l'époque et le grand public de l'époque pensaient. C'est-à-dire qu'on peut lire dans Télérama à l'époque, ce cinéma va créer des générations de détraqués, de pervers. C'est un cinéma de criminels en puissance. Voilà. Regardez, nous sommes une belle brochette de criminels ici ce soir, ça se voit, c'est évident. Mais donc c'était un coup de tonnerre. C'était absolument étonnant. Et le pire étant que cette condamnation morale ne venait pas simplement de l'Église ou de ses représentants. À l'époque, Télérama, c'était vraiment la revue Cateau-Bontin, mais ça venait de toutes parts. Par exemple, si on prend le Parti communiste, c'est-à-dire l'humanité à l'époque, même condamnation. Alors pour d'autres raisons, c'est parce que là, l'horreur fantastique, Dracula, Frankenstein, ça détourne de l'horreur politique réelle du monde. Et de la même manière, dans la presse cinéphile à l'époque, les cahiers du cinéma, positifs, etc. Alors là, c'est même pas digne d'intérêt, c'est-à-dire si c'est fantastique, c'est débile, c'est pour les débiles mentaux, c'est pour les enfants. Ça n'a aucun sens de mettre en scène un vampire, parce qu'un vampire, ça n'existe pas.
voilà, personne n'y comprend rien, sauf parce qu'heureusement, il y a quand même une petite minorité de gens qui a vu ces films à ce moment-là, sauf une toute petite minorité de gens qui avaient à peu près 20 ans, pas plus. Voilà, c'était en gros les enfants du baby-boom. C'était une toute petite secte cinéphile à Paris qu'on a appelée les midi-minuistes. Ils ont fondé une revue à l'époque qui s'appelait donc Midi-Minuit Fantastique. Tu parlais de Jean-Claude Romer tout à l'heure, c'était l'un des cofondateurs de cette revue. Il y avait également Michel Camp. Et ils ont choisi, lors d'un numéro 1 en mai 1962, de consacrer donc ce numéro 1 au cinéaste clé de la Hammer, Terence Fisher. Alors là, c'était un espèce de coup de tonnerre dans la presse cinéphile. Personne ne comprenait pourquoi consacrer comme ça une revue à Terence Fisher, ce cinéaste inconnu qui faisait que soi-disant des navets. Et petit à petit, ça a fédéré une petite communauté de gens. Ça a été les premiers cinéphiles fantastiques en France. Et c'est parce qu'il y a eu cette revue, parce qu'il y a eu cette petite bande d'habitués qui allaient sur le boulevard Poissonnière à Paris voir des films fantastiques, des Hammer, mais également des Mario Bava, toutes sortes, enfin tout le cinéma bis de l'époque. C'est parce qu'il y a eu donc ces gens-là que petit à petit les choses ont changé. Dans la presse en général, on s'est mis petit à petit à regarder la Hammer un peu différemment, à dire que bon, c'est pas du bon cinéma, mais quand même celui-là, il est un peu réussi, plus que les autres. Et tout ça nous mène directement, tout d'un coup, à mai 68. Alors là, on est en plein dans la contre-culture. C'est vrai qu'on ignore complètement cet aspect-là. En général, la contre-culture en France, on imagine que c'est les idéologies gauchistes de l'époque, c'est des choses de ce ordre-là. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le fantastique à l'époque, eh ben voilà, c'est subversif, c'est transgressif, et donc du coup, ça charrie une culture qui met à mal les valeurs du temps. Et en fait, c'est un aspect très intéressant des films de la Hammer. Pourquoi la Hammer a été leur emblème ? Eh bien, tout simplement parce que dans les films de la Hammer, on nous représente toujours la même période historique donnée, à savoir la période victorienne, la fin du 19e siècle. C'est-à-dire une période extrêmement corsetée, extrêmement puritaine, dans laquelle en fait les monstres font craqueler le vernis bien pensant, l'apparence des choses. Voilà, les monstres, par leur comportement, brisent les règles. Et en représentant ça dans les années 60, finalement, de quoi on parle ? On parle de la société des années 60. C'est-à-dire qu'en gros, moi je le vois vraiment comme ça, je pense que le cauchemar de Dracula, c'est au cinéma ce que I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones est à la musique. C'est un truc qui brise les règles établies, qui fédère les jeunes gens, et à partir de 68, tout va changer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, alors Télérama qui 10 ans plus tôt était là à dire attention, les détraqués, les pervers, du jour au lendemain, ils se sont mis à dire « Ah, la Hammer, c'est fabuleux, c'est beau film, romantique, gothique, c'est fabuleux. » Voilà, ils se sont mis à écrire des choses de cet ordre-là. Et pour continuer sur l'idée de transgression, ce qu'il faut voir, c'est que la condamnation morale de tout ce cinéma était tellement violente à l'époque qu'il était complètement ghettoisé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir ces films-là dans n'importe quelle salle de cinéma. Ça, c'était pas possible. À Paris, ça passait principalement dans une salle qui était un ghetto, dans lequel, en gros, déferlait tout ce qui relevait du sexe, de la violence, de l'horreur. C'était donc le Midi-Minuit, la salle qui a donné son nom à la revue. Voilà. Je te passe la parole. Merci. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable en disant tous ces journaux, soi-disant bien pensants, qui s'attaquaient à certains cinémas fantastiques avaient raison, parce qu'ils défendaient un point de vue qui se tenait. Et je fais un petit aparté avec le roman Dracula. J'ai sorti il y a 3 mois, ça peut paraître bizarre, le roman de Dracula de Bram Stoker n'a jamais été traduit dans son intégralité. Vous savez que c'est le roman le plus lu au monde après la Bible, le livre le plus lu après la Bible, et depuis plus d'un siècle, il manque à peu près 50 pages, il manque une phrase par page depuis 1897 exactement. En gros, tout ce qui était un peu complexe, subversif, était supprimé. En gros, le bouquin anglais fait 500 pages, et quand on rend une traduction de 500 pages, l'éditeur il est content, mais il ne faut pas oublier que l'anglais est une langue plus concise, et qu'il m'a fallu quelquefois une demi-page pour traduire une phrase, et maintenant la traduction intégrale fait 750 pages. Qu'est-ce qu'il y a de subversif dans Dracula, qui avait subversif dans les films de la Hammer? C'est que, bon, vous savez que Dracula est écrit par 5 personnes, qui écrivent comme un journal intime, à tour de rôle, et la plupart des traducteurs, il y a eu 6 traducteurs en un siècle. Ils ont tous cherché à rendre le même style à tous les protagonistes, alors que Bram Stoker a réussi le tour de force. Chaque personne a un style qui lui est propre. Mina Harker est une midinette, elle a un style nunuche. Dans le style anglais, tout est agréable, le cimetière est sympa, tout le monde est génial, Dracula est adorable, il y a toujours ça. Ces mots-là, son vocabulaire limité, il faut le rendre. Il y a celui qui parle très mal anglais, c'est Van Helsing, c'est moi à vouloir tuer vampire. Alors comme il représente le bien,
forcément, il doit séduire, il doit convaincre. Donc tous les traducteurs, depuis un siècle, ont dit, il faut qu'il parle bien. Donc on a substitué à son mauvais anglais, en français, des imparfaits du subjonctif partout. Ça donne, encore eût-il fallu que vous me donnassiez le pieu avant que j'enfonce ça dans le... Voilà. Alors que je dis, c'est vraiment mauvais. Donc j'ai retranscrit le mauvais anglais qu'il rend dans la version anglaise. Je l'ai retranscrit en français. Qui est-ce qui parle le mieux? C'est Dracula, qui n'arrête pas de s'excuser des fautes qu'il pourrait commettre, mais qu'il ne commet pas. Donc en gros, le mal est beau, il est séduisant, il est sexy, il s'exprime bien, tandis que le mal est laid, il est vieux, il est moche, il s'exprime mal. Pas mal pour une époque victorienne, pour le côté subversif. Même chose dans les films de la Hammer, hein. Ça paraît soft, il n'y a pas de violence, mais une de mes scènes fétiches, par exemple, les films fétiches, c'est Dracula et les femmes, de Freddie Francis, où, chaque fois que Dracula s'attaque à une victime, forcément la nuit, c'est au son des cloches de l'église de Karlstein. Je me dis, c'est une coïncidence, pourquoi toujours faire sonner les cloches au moment où il s'attaque à la personne? Le symbole est clair. On dit que Dieu vous protège du mal dans ce monde, c'est faux. Chaque fois que quelqu'un vous fait du mal, Dieu n'intervient pas. C'est l'homme, parfois armé de sa foi, qui va vous aider, mais Dieu tout seul, il ne fera jamais rien. C'est pas mal comme subversion pour un film qui est censé être gentil, donc chapeau pour les valeurs subversives que véhiculait la Hammer. Voilà. Alors pour rebondir justement sur le côté subversif et sur effectivement le côté, n'ayons pas peur des mots, révolutionnaire du cinéma fantastique, qui explique aussi qu'il soit toujours aujourd'hui enfermé dans un ghetto, et que la critique s'acharne obstinément aujourd'hui contre ceux qui essayent de faire du cinéma de genre en France, à tort d'ailleurs assez souvent, et ne comprend pas le cinéma de genre. La critique française, c'est une vraie catastrophe. Il y a un vrai problème, par rapport... C'est une problématique que pose la façon dont est perçu le fantastique en France. Et effectivement, pour rebondir sur mai 68, tout ça, c'est ça qui est intéressant. Quand nous, on n'était pas partis pour faire un documentaire qui aborde forcément mai 68, et on s'est aperçu d'un truc, c'est-à-dire que quand on a rencontré, parce que notre documentaire, il traite de toute la contre-culture en France, on s'aperçoit qu'elle est souvent du côté du gore, du fantastique, et souvent, les gens qui sont à gauche toutes sont souvent aussi justement les gens qui animent ce milieu, ce mouvement. Et quand on a rencontré Druillet, il nous expliquait en fait qu'il se réunait avec ses potes et que c'était les mêmes potes, et qui étaient d'ailleurs de tout âge, c'est-à-dire il y avait aussi bien dedans Michel Caen, Jean-Claude Romer, mais aussi des anciens comme Jean Boulet, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui aussi sur le vampirisme est un précurseur. Il y a un camarade à nous qui s'appelle Denis Chollet, qui n'est pas là, qui ne peut pas en parler, mais dont son bouquin va bientôt ressortir. Qui connaît aujourd'hui Jean Boulet en France? C'est le premier à avoir fait des ciné-clubs, c'est le premier à avoir projeté des films fantastiques en ciné-club, comme King Kong, comme La Marque du Vampire de Todd Browning, ou d'ailleurs dans La Marque du Vampire, les producteurs ont eu peur et ils détournent la fin en le transformant en pièce de théâtre comique pour enlever justement tout le côté transgressif de l'histoire, parce que c'était quand même un film très transgressif, hormis ce final. Enfin, je sais pas si mes camarades sont d'accord, mais voilà, il y aura peut-être débat. Mais et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous ces gens-là, comme Druillet, aussi Jean Rollin, en fait, étaient tous copains. Il y en a qui ont fait des carrières. Effectivement, Philippe Druillet, aujourd'hui, c'est certainement un des types dans la BD, dans le cinéma et tout, un des types qui gagne le plus d'argent. Mais il y a aussi des gens à côté. Donc, on a parlé de Jean Rollin, Druillet faisait ses affiches. Il y avait aussi Casa, il y avait Dionnet, qui étaient des types qui n'avaient pas un rond, en fait, qui a créé Métal Hurlant. Et on s'aperçoit que tous ces gens-là, c'était une sorte de petite confrérie qui se connaissaient tous. Et qu'en fait, ils avaient tous pas de thunes et ils ont tous décidé de s'investir dans cette passion du fantastique. Et on s'aperçoit qu'ils ont aussi tous fait mai 68, mais qu'ils étaient déjà tous réunis en bande avant mai 68. Il y avait des choses assez extraordinaires qui se passaient à l'époque. Moi, je ne veux pas faire vieux con, d'abord parce que je suis jeune, et puis aussi parce que je n'aime pas que la Hammer, mais j'aime aussi le gros film gore qui tâche, comme les Evil Dead et tout ça, ça m'éclate particulièrement, qui sont aussi des films qu'on peut voir comme transgressifs, mais aussi comme très fun. On n'est pas obligé de tout intellectualiser. Mais ces gens-là, en fait... Ce qu'ils expliquent bien, c'était des anecdotes complètement folles. Par exemple, la Cinémathèque Henri Langlois,
Jean Rollin nous expliquait pendant mai 68, il laissait ouvert la cinémathèque la nuit et il laissait les lumières éteintes. Le camarade qui est assistant sur le documentaire qu'il réalise avec moi, il peut le dire, il nous expliquait qu'en fait, il se rejoignait dans le noir et il faisait des partouzes avec... il ne savait pas quel partenaire c'était. Homme, femme... Bon, il y a aussi un acteur qui jouait dans les films de Jean Rollin, je ne sais plus son nom, qui aujourd'hui dirige le musée de l'érotisme, qui est du côté de Pigalle à Paris, qui est un musée assez extraordinaire, qui nous expliquait qu'il est devenu acteur de porno parce qu'il faisait les partouzes du cours Florent, organisées par monsieur Madame Florent, et qu'il a été repéré là-dedans par un directeur de casting de porno. C'est pour vous dire qu'à l'époque, en fait, tout ce qui participait du transgressif, c'est-à-dire le porno à ses débuts, le fantastique, et tous ces gens qui avaient vécu la Hammer et tout, et peu importe les différences d'âge et tout, étaient réunis par une même passion, et comme par hasard, c'est les mêmes qu'on retrouve, qui ont essayé de bousculer la société lorsque se sont passés les événements de mai 68. Donc c'est effectivement assez rigolo, et je pense qu'il n'y a pas de hasard là-dessus, sur le côté transgressif du cinéma qu'on aime. Je rebondis sur le sexe et le cinéma, les partouzes et le cinéma. Petite anecdote très amusante qu'un acteur de Jean Rollin également, Bernard Charnacé, m'a raconté dans un des entretiens qui est dans le livre. Lui, il allait régulièrement dans une salle de cinéma qui s'appelait le Mexico, qui dans les années 70 était une salle spécialisée dans le fantastique. En gros, il allait y voir des Hammer, les Bava, etc. Tout le cinéma bis de l'époque. Et il y allait non seulement pour voir les films, mais également parce qu'il savait que c'était un lieu de rencontre. Et beaucoup plus qu'un lieu de rencontre, en fait, c'était un lieu de partouze homosexuelle. Voilà. Donc, à l'époque, les salles de cinéma, ce sont des lieux aussi où on fait l'amour. Et alors, on choisit ces salles de cinéma par rapport au film. C'est-à-dire que quand on voit un film de la Hammer, on serait bien en peine de dire... On peut comprendre la dimension érotique, évidemment, c'est assez frappant. Il y a, dans Dracula, il ne s'agit en réalité que de ça, il ne s'agit que de désir. Mais néanmoins, on ne voit pas vraiment le rapport entre ces films extrêmement classieux et l'idée d'une partouze dans une salle. Ça peut paraître assez étrange. Ben pourtant, le lien, il est évident. L'idée, c'était d'aller dans une salle comme ça, c'est déjà un acte transgressif. L'idée d'y aller pour rencontrer quelqu'un et pour faire l'amour avec un inconnu, c'est encore plus transgressif. Mais cette transgression qui avait lieu dans la salle était en réalité au diapason des transgressions de l'écran. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, Dracula, quand il vampirise, il fait un acte transgressif. Le professeur, le baron Frankenstein, quand il ranime un cadavre, il est également dans la transgression. Et tous ces récits ne sont que des récits de transgression. Et c'est peut-être même le cœur du cinéma fantastique, à mon avis c'est ça, c'est l'idée que pour aimer le fantastique, il faut aimer la subversion. Pourquoi? Parce que la subversion, parce que le récit type d'un film fantastique, c'est le récit du plus grand désordre possible et inimaginable, c'est-à-dire un désordre dans l'ordre rationnel des choses. C'est ça la clé de tous ces films. Alors c'est vrai dans les films de la Hammer, c'est vrai dans les films gore actuels, c'est vrai dans Evil Dead, c'est vrai dans toute l'histoire du genre, hein, depuis Méliès en réalité. Et c'est ce qui fédère ces gens, et c'est ce qui explique une anecdote comme celle-là, celle des partouzes au Mexico en 1972. Merci, mais je me dis presque si les gens, toujours les têtes soi-disant bien pensantes s'insurgeaient contre ces formes de transgression, en France c'était normal, ça a commencé au Moyen-Âge. Vous savez, quantitativement et qualitativement, la France est le pays au monde presque où il y a plus de légendes. On a plus de légendes que l'Irlande. Qui est-ce qui le sait, ça? Et vous savez-vous qu'il se passe des rituels de fertilité au cimetière du Père-Lachaise qui remontent au Moyen-Âge. La mairie de Paris a voulu mettre des barrières dans certains endroits du Père-Lachaise pour que ça ne sache pas, parce qu'ils ont honte pour la France. Il y a des trucs sublimes qui se passent au Père-Lachaise, hein, qui n'ont rien de dangereux, qui sont vraiment très très beaux, des histoires d'amour extraordinaires, mais qui représentent cette transgression aussi. On parlait des procès pour vampirisme qui ont lieu en France. Savez-vous que Charlemagne a fait passer les capitulaires, c'est-à-dire des lois interdisant le vampirisme au Moyen-Âge, mais on l'appelait d'une manière beaucoup moins chic, ça s'appelait la sorcellerie cannibale. Et quand vous interdisez quelque chose, vous êtes d'accord, ça suggère que ça existe. Comment faites-vous pour interdire quelque chose en faisant comprendre aux gens que ça n'existe pas? C'est ça qui est génial. La sorcellerie cannibale, ça consiste à condamner des gens qui boivent le sang des gens qu'on pense boire le sang des autres. Vous avez un voisin que vous soupçonnez être un vampire. Pour le punir, vous allez le tuer, vous allez boire son sang. Donc on interdit non pas de boire le sang de quelqu'un à des fins d'immortalité, mais pour punir quelqu'un qu'on soupçonne d'être un vampire. C'est une manière, vous promulguez une loi prouvant que le vampirisme n'existe pas.
Tout ça parce que ça existait bien en France, ce que j'appelle la théorie du complot. Donc en gros, si ça commençait au Moyen-Âge, l'interdiction des transgressions, qu'est-ce que c'était au XXIe siècle? Mais je vous dis, la France, c'est le pays des transgressions. Mais ça, peu de gens veulent en entendre parler ou ont le courage de vouloir en parler. Voilà. Dont Jérôme, entre autres. Ça fait un peu le passage de micro. Si le public veut s'exprimer, dialoguer avec nous, c'est encore plus sympa. Hein. Justement, tiens. Voilà. Juste 3 questions pour chacun d'entre vous. Jérôme, est-ce qu'il croit qu'il y a vraiment une culture fantastique en France? Est-ce qu'il y a un vivier? Est-ce qu'il n'y aura jamais une culture fantastique au niveau cinématographique? Nicolas, comment se sont rencontrés Christopher Lee, Terence Fisher, comment sont arrivés ces gens-là à la Hammer? Et enfin, Monsieur Vampire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle pudibonderie adolescente Twilight par rapport à l'ère victorienne et les vampires? On commence par Jérôme. Oui, la réponse, elle est toute trouvée, parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est bien qu'il y a une culture fantastique en France. Aujourd'hui, si on voit émerger plein de réalisateurs qui veulent faire du fantastique et du cinéma de genre, alors qu'il serait tellement plus facile pour eux d'envoyer, pour avoir des avances sur écriture au CNC, des scénarios de 3 personnes malheureuses dans un HLM, ils feraient ça. Non, ils ont envie de faire du cinéma de genre. Je veux dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a aujourd'hui une résurgence du polar en France, il y a le retour du cinéma gore. Alors c'est vrai que c'est difficile, beaucoup choisissent de s'expatrier, il y a aussi un public pour ça, sinon ces films n'existeraient pas. Je pense que la culture, on n'efface pas, peut-être que Jacques va en parler aussi, 2000 ans de culture judéo-chrétienne comme ça, parce que ce que disait Jacques, c'est ça en fait, c'est que le fantastique, je prends un film récent, Le Jour de la Bête d'Alex de la Ecclesia, avec cette croix qui se casse la gueule et qui tombe, c'est énorme cette scène, et c'est tout, justement, et là on touche vraiment le fantastique, ce que ça porte, c'est anticlérical. Voilà. Le fantastique, dans son essence, est quasiment anticlérical. D'ailleurs, on le voit quand Friedkin remonte son Exorciste pour en faire quelque chose de plus bon Dieu-art, ou quand il remonte Rampage, le sang du châtiment, pour en faire un film qui n'a plus d'ambiguïté concernant la peine de mort, malheureusement, les films deviennent mauvais. Parce que justement, c'est cette part d'ambiguïté qui conférait toute la qualité à ces films. Et pour en revenir exactement à la question, moi je pense oui, il y a une culture, il y a une tradition littéraire, qu'on se rappelle des écrits de Maupassant, qui sont quasiment parmi les bouquins les plus effrayants qui n'ont jamais été écrits. Moi, je suis terrorisé à chaque fois que je relis les nouvelles de Maupassant, les contes fantastiques. Il y a toute une culture de l'écriture. Bon, il y a les Belges aussi à côté, il y a Jean Ray, tout ça. Il y a aussi, il ne faut pas oublier que Edgar Poe en France, et tous les auteurs fantastiques d'ailleurs, c'est rigolo, des mecs comme ce qui les a amenés à faire des mauvais films parfois, sauf Carpenter, mais Cronenberg, Lynch, tout ça, leur public il est en France. Aux États-Unis, c'est des types qui sont pas connus du tout, quoi. Mais vraiment pas connus. Donc il y a vraiment un public pour le fantastique en France, et il y a vraiment une culture fantastique, parce qu'il y a des écrivains fantastiques, parce qu'il y a des réalisateurs qui essayent d'en faire contre vents et marées, parce qu'il y a l'écran fantastique et Mad Movies, sinon il n'y aurait pas de public pour ça, je veux dire, parce qu'il y a aussi des fans de comics et tout ça, ça fait partie d'un tout contre-culturel, et pour moi, oui, il y a une culture fantastique en France, c'est celle-là. Pas celle forcément qu'on souhaiterait, mais c'est celle-là. Juste pour ajouter un petit mot sur cette question, rebondir dessus, en fait, je dirais qu'il y a une contre-culture fantastique. Effectivement, pas une culture. Pourquoi? Parce que, en fait, si on prend le cinéma fantastique, il naît en France, c'est Méliès. Il y a plein d'exemples de films fantastiques avant la Hammer en France. Ce sera par exemple Cocteau, ce sera Maurice Tourneur, ce sera toutes sortes de films comme ça, Le Baron Fantôme, La Main du Diable, des films qui sont très très beaux. Et néanmoins, en France, l'intelligentsia n'a pas voulu les considérer comme des films de genre. On a voulu voir les auteurs, on s'est intéressé à des auteurs, on s'est intéressé à Cocteau, mais on n'a jamais voulu rattacher ça à une culture du genre, ce qui est un petit peu un point de vue assez différent. Sur les choses. Et il a fallu donc un cinéma étranger, anglais en l'occurrence, la Hammer, pour que se pose réellement la question du genre en France. Et ça, c'est vraiment une différence. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a toujours des films fantastiques en France, mais néanmoins, même dans toutes les tentatives actuelles qui veulent imposer le film qui enfin ferait qu'il y a un genre fantastique français, ça reste quelque part toujours des prototypes. Ça reste des films isolés, qui ne se rattachent pas les uns aux autres, ça reste des tentatives isolées, qui sont souvent très intéressantes, qui sont même parfois extrêmement réussies et passionnantes et très belles, mais néanmoins, il y a, je pense, toujours cette culture de l'auteur qui domine, qui fait qu'on ne s'intéresse pas au genre en tant que genre. Alors, effectivement,
il y a toujours une minorité de gens, ou maintenant une minorité de plus en plus importante, qui s'intéresse au genre comme genre. Ça donne Mad Movie, ça donne l'écran fantastique, ça donne les chaînes de télé spécialisées, Cinéfix et les réunions comme aujourd'hui. Mais néanmoins, voilà, il y a une espèce de barrière entre la contre-culture fantastique et la culture dominante. Il me semble que c'est... Oui, une question? Si vous avez fini. Oui, moi je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez juste maintenant. Vous citiez Méliès, vous citiez aussi le fait que la contre-culture, le genre n'avait jamais été reconnu en tant que genre en France. Et justement, en fait, le fait que ça n'a pas été reconnu, que ça a été un peu effacé, comme ça, un peu traité comme un cinéma d'auteur finalement. Et le fait que la Hammer soit arrivée après avec toute la contre-culture anglaise, américaine, qui s'est imposée finalement. On a un peu en France, je pense, l'image du genre qui serait exclusivement anglo-saxon, on va dire, comme ça, je pense qu'on peut le dire comme ça. Finalement, la contre-culture du genre français, elle est extrêmement issue de ça, de la contre-culture américaine directement, et c'est assez compliqué de rappeler que ça a démarré en France et qu'on a beaucoup de légendes. On avait le Mercantour, vous en avez cité un grand nombre. C'est un peu compliqué de ramener tout ça. Vous avez des idées pour faire? Je sais pas. Effectivement, oui, non, c'est compliqué. C'est à peu près. Non, c'est effectivement compliqué de passer outre l'apport anglo-saxon et de revenir à cet héritage français, mais de fait, il existe. Voilà, c'est vrai que tu citais Maupassant, il y a toutes sortes d'auteurs français. Il y a les nouvelles de Théophile Gautier, il y a une très belle histoire de vampire, La Morte amoureuse. C'est une des plus belles histoires de vampire qui a été écrite. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment toujours ce regard français. C'est les auteurs d'abord. Par exemple, je suis tombé sur le texte d'ouverture des éditions à la Pléiade des œuvres de Poe, traduites par Baudelaire. Et le texte d'ouverture disait Cash, on aurait pu mettre ce volume dans les œuvres de Baudelaire, parce qu'il s'agit à nouveau d'un texte baudelairien, mais bon, on a quand même fait un volume spécial pour, parce que c'est quand même lui l'auteur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que finalement, le traducteur comptait plus que l'auteur américain, parce que c'était Baudelaire, et ce qui nous intéressait dans le truc, c'était pas le fantastique, c'était pas les thématiques abordées, ou même enfin oui, voilà, les thématiques. Non, c'était la légitimité Baudelaire, le grand poète français, l'auteur français, voilà. Donc ça, c'est quand même fou quand on y pense. Ce texte que je vous cite, il date d'il y a une 50aine d'années, donc c'est vraiment très, très récent. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose là-dessus? Je voulais répondre à la question. Donc pour la pudibonderie, là, si vous tapez entretien avec un vampirologue sur YouTube, un entretien de VSD à la sortie de Twilight 1, j'ai dit toute ma haine du film directement. J'ai pas changé d'avis. Ce que je reproche à Twilight, c'est de dévoyer la conception de l'amour courtois du Moyen-Âge. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien, je juge pas les gens qui aiment Twilight. On dit que ce sont des romantiques. Twilight, c'est quoi? C'est une histoire d'amour où le jeune homme doit prouver qu'il aime sa belle et il doit subir des épreuves et ça se termine peut-être, ils ne font pas l'amour. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, c'était ça. Mais au Moyen-Âge, la jeune fille dans Twilight, vous savez bien, ne prend aucun risque, c'est le jeune homme qui prend tout. Alors qu'au Moyen-Âge, la femme, elle risquait quoi dans le rapport courtois? Il ne faut pas oublier que la première règle, il y avait un code amoureux au Moyen-Âge qui comprenait 49 règles, soi-disant édictées par la cour du roi Arthur. La première règle absolue, qu'il est interdit à une femme d'aimer son mari. Puisque tous les mariages étaient arrangés au Moyen-Âge, une femme qui aime l'homme à qui elle a été vendue est une putain. La femme ne peut aimer que l'homme que son cœur a choisi, donc vivement l'adultère. Ça, c'était la première transgression médiévale. Au XVe siècle, la plupart des historiens vous diront les concepts amoureux de l'amour courtois n'existent pas. Les cours d'amour où on réglait devant des tribunaux composés par des femmes n'existaient pas. Tous les livres ont été brûlés, il n'en a plus que 2, dont un livre, Un code amoureux d'André de Champlain du XVe siècle, mais je parle du fait que ça existait, ça. Il n'y a aucune transgression dans le Twilight. Au Moyen-Âge, vous savez que ce qu'on reprochait, d'où vient l'hypnotisme, le pouvoir hypnotique du vampire? Au Moyen-Âge, la femme n'avait pas le droit de tromper son mari, mais c'était vivement recommandé par le code amoureux. Comment est-ce qu'elle choisissait l'homme qu'elle aimait? Puisque les domestiques étaient censés surveiller tous les gestes de la femme au cours des dîners où il y avait des étrangers qui étaient invités, elle n'avait que les yeux. Les clins d'œil ont été inventés au Moyen-Âge pour qu'une femme puisse, sans trop de risque,
mais elle risquait quand même sa vie, faire part à l'homme de son choix qu'elle commençait à s'intéresser à lui. Toute cette transgression a été enlevée, on n'a gardé que le côté sentimental et non pas romantique de Twilight, c'est pour ça que je hais ce genre de faux romantisme, voilà. Le débat commençait à se lancer, mais je pense qu'on pourra rediscuter de tout ça autour d'un verre. Mais vous pouvez venir là-bas discuter avec Jacques et Nicolas qui ont des livres, alors exemplaires uniques à dédicacer, donc là il faut en profiter, quoi.